Mes chers amis, pour respecter le timing, je vais être relativement bref et vous dire d'abord le plaisir d'être devant vous et devant vous avec le résultat du scrutin. Ce scrutin, c'est celui auquel nous aspirions tous, au moins un facteur d'unité. Nous aspirions tous à ce résultat, parce que ce résultat, en donnant 66, je ne sais combien à ceux qui disent s'il n'y a pas d'accord, on ne doit pas aller aux primaires, mais qui donne néanmoins 33% à ceux qui disent quoi qu'il arrive, il faut participer aux primaires, on y retrouve en quelque sorte ce que nous souhaitons les uns et les autres, c'est qu'en effet nous soyons respectés, mais qu'en même temps, nous sommes appelés à construire l'alternance de demain ensemble avec les Républicains. En vérité, c'est ça. Et je voudrais simplement limiter mon intervention en deux questions. Et les deux questions, c'est celle de quelqu'un qui est d'une liberté absolue. Je ne suis pas candidat aux primaires. Je ne suis pas candidat au présidentiel, j'ai payé pour ça. Je ne suis pas candidat au gouvernement, je suis trop heureux dans ma région. Et donc, je ne suis candidat à rien. Et donc, j'ai cette capacité formidable à vous dire ce que je souhaite et ce que je crois bon pour notre famille. La première chose, première question que je voudrais vous poser, c'est quels sont nos objectifs? Notre premier objectif, mes chers amis, c'est d'abord, me semble-t-il, de dégager le plus mauvais président de la République que nous avons connu depuis 1958. Je ne sais pas si c'est la médiocrité qui le qualifie le plus. Je crois surtout que c'est le cynisme absolu. On en parlait à l'instant avec André Santini, qui a une formule que je trouve absolument admirable, comme il sait les trouver. Il m'a dit, il a ouvert le chalut, le grand chalut de la démagogie. Je crois que ça le qualifie parfaitement. Il n'a respecté aucun de ses engagements de campagne, ou presque. Il a à peu près tout renié, mais le pire, c'est qu'il a engagé aujourd'hui la recherche segment par segment d'un électorat qu'il a perdu. Et pardon, le dernier sujet, qui n'est pas un sujet qui n'a probablement pas intéressé nombre de nos compatriotes, mais qui est extrêmement lourd de sens, c'est le débat sur le 19 mars. Ce débat sur le 19 mars, peu importe ce que nous pensions sur la date qui doit fixer les commémorations de la fin de la guerre d'Algérie, mais engager le pays et les Français dans la fracturation et la division sur un sujet aussi lourd historiquement est, j'allais dire, d'un cynisme absolu, parce qu'il s'agit en fait de récupérer quelques bribes de son électorat d'hier. Alors le premier objectif, c'est celui-ci. Faire en sorte qu'il y ait l'alternance. Le deuxième objectif, Chantal vient de l'évoquer à l'instant, c'est tout de même de construire l'alternance pour la France et pour les Français. Pour la France et pour les Français. Et en effet, nous avons besoin de construire un projet politique dans lequel nous n'avons pas la nécessité d'aborder point par point, mais que nous ayons les arêtes, les points de fracture de demain. Qu'est-ce que nous voulons engager? Mes chers amis, les questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous voulons pour l'école, qui est la mère de toutes les réformes? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que la France retrouve sa cohésion, son sentiment d'appartenir à une communauté nationale? Et on voit bien que la base de tout cela, c'est d'abord et avant tout l'école. Deuxième élément
Que doit-on faire pour la croissance et l'économie? Nous avions abordé ce sujet-là il y a quelques années dans un Conseil national où nous avions fait un certain nombre de propositions. Mais très clairement, je le feuilletais ce matin dans la voiture en venant, nous devons l'actualiser aujourd'hui. Non pas le rebâtir, mais simplement l'actualiser. Troisièmement, quelle politique avons-nous à l'égard de la lutte contre les déficits? Nous avions là aussi fait des propositions il y a quelques années. Là aussi, nous devons les actualiser et intégrer la problématique de la gouvernance de l'ensemble du système public. Je suis président de région depuis 3 mois. Je constate une seule chose. Tous les présidents de grandes collectivités le savent. Aujourd'hui, la décentralisation est une décentralisation qui est complètement inachevée. Et à chaque fois qu'on l'aborde un peu plus, on la rend un peu plus compliquée. Et on construit à chaque fois une gouvernance qui devient d'une lourdeur, d'une complexité absolument ahurissante, et qui empêche de faire les choses. Quatrième sujet. Quel projet porte-t-on pour notre démocratie si malade? Défiance à l'égard de l'élite politique et administrative. Défiance à l'égard de notre système représentatif. Défiance qui nous amène forcément à nous poser un certain nombre de questions. Quelles institutions nous voulons? Est-ce que la présidentialisation à l'excès, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, est-ce que cette présidentialisation, c'est nos institutions? A priori non, quand on est centriste. Est-ce que nous croyons encore en la capacité des corps intermédiaires d'être facteurs de transformation? Pardon, mais quand au bout de 4 ans de vie législative, on constate l'état des accords nationaux interprofessionnels qui sont source de conservatisme, source de complexité, qui sont facteurs d'immobilisme, on peut s'interroger sur la nécessité de construire la réforme à travers les corps intermédiaires. Et enfin, si on veut bien raisonner, est-ce que l'ubérisation de la société française n'amènera pas un jour ou l'autre la nécessité d'intégrer des formes de démocratie directe liées au digital? La petite poussette de Michel Serres, elle demandera un jour ou l'autre à participer à la vie démocratique et aux décisions du pays. Voilà des décisions, des sujets sur lesquels nous devons être. J'en termine sur l'Europe, cher Jean. Sur l'Europe telle que nous l'avons aujourd'hui, ça n'est pas l'Europe que nous aimons. C'est une Europe de l'impuissance, on l'a dit. C'est une Europe qui est incapable de porter un projet collectif. C'est une Europe qui n'a plus d'élan. C'est une Europe qui n'est plus une ambition pour le pays. Et c'est terrible pour notre jeunesse de se dire que la seule belle et grande ambition que nous avions qu'est l'Europe est une ambition aujourd'hui qu'on ose à peine évoquer. Et il ne suffit pas de dire que nous voulons une Europe fédéraliste. Il faut dire que nous voulons réécrire le projet européen. Mais nous ne le réécrirons pas seuls. Nous le réécrirons avec les autres. Et nous ne pouvons pas simplement, quand je dis les autres, ce sont les autres européens, et nous ne pouvons pas simplement aborder la question européenne sous le seul angle du fédéralisme. Nous devons l'aborder à travers des questions simples. Le Brexit. Nous devons l'aborder sur l'Europe qui est devenue une Europe avant tout allemande. Nous devons l'aborder sur les 2 cercles qui permettraient de construire l'Europe de demain. Nous devons l'aborder en évoquant les moyens de la rendre plus démocratique et plus présente. Tous ces sujets-là, on doit les aborder et mettre ça sur la table dans le cadre des discussions que nous allons avoir ou que nous aurons avec les Français dans quelques mois. Et enfin, j'entendais Philippe Vigier évoquer cela tout à l'heure. Plus que le fond, mes chers amis, je suis convaincu que la question, c'est une question d'abord de forme. La question, c'est comment fait-on pour que les premiers mois de l'alternance soient des mois utiles. C'est presque plus important que les propositions que nous pouvons faire. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est comment on fait en sorte qu'au lendemain de l'alternance et dite de la période de grâce, eh bien que cette période-là soit une période utile. J'ai le souvenir, c'est mes cheveux blancs qui me le permettent, de 1981, François Mitterrand a fait siéger le Parlement pendant 6 mois.
J'ai le souvenir de 1986, Jacques Chirac a fait adopter ses lois jusqu'au mois d'août, 13 août ou 14 août. Eh bien, nous avons cette période-là, cette période d'un an avant l'alternance, où nous devons écrire texte par texte, avoir des projets suffisamment finalisés pour que le temps utile soit réellement un temps utile. Et la question de la méthode, voire de l'ordonnance, François, ce sont des questions qui doivent être réglées au préalable et qui sont aussi centrales et majeures que le contenu même des réformes. Voilà des choses sur lesquelles on nous attend. Alors, quelle méthode? Quel calendrier? Et les centristes dans tout cela. Permettez-moi de considérer qu'il y a pour nous, dans cette période de 15 mois, 3 questions que nous devons nous poser. La première des questions, c'est comment est-on en capacité de peser au maximum, non seulement durant la période jusqu'en juin 2017, mais comment est-on capable de peser au maximum de 2017 à 2022 ? J'ai trop connu la période 2007-2012 pour savoir à quel point la nette sur le saumon fumé, comme j'avais l'habitude de le dire, ou le condiment dans l'assiette de charcuterie, comme le disait Jean-Louis, c'est une situation qui n'est pas fondamentalement très enviable. Et si nous voulons éviter cela, il est évident que nous avons besoin de discuter avec les Républicains sur 3 éléments majeurs: le socle de valeurs, le programme, les éléments programmatiques communs et troisièmement l'accord législatif. Et que ce sujet-là, le sujet qui doit être pour nous au cœur de la discussion, c'est comment fait-on pour qu'en 2017, nous ne soyons en aucun cas, dans la situation où on peut nous faire un bras d'honneur matin, midi et soir, parce qu'on n'a pas besoin de nous pour voter les textes. C'est ça la question absolument fondamentale. Et pardon de le dire, cette question-là, elle est plus fondamentale que celle de participer ou non aux primaires avec un ou plusieurs candidats issus de notre famille politique. Parce que quand vous aurez discuté pendant un mois sur les plateaux de télévision avec 8 ou 10 candidats, ça ne suffira pas pour se garantir que nous soyons une des forces majeures pour construire l'alternance. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'être en capacité de dire dans les grandes orientations gouvernementales, ça on est d'accord et ça on n'est pas d'accord. Ça nous le souhaitons. Et nous vous le demandons instamment, quand sur la TVA sociale, nous l'avons répété matin, midi et soir de 2007 à 2011, avec à chaque fois un refus propre, à peine, des Républicains, de l'UMP, et qu'il a fallu attendre le 31 décembre 2011 pour que la transcendance s'abatte sur Nicolas Sarkozy pour découvrir les vertus de la TVA sociale, eh bien, cette situation, je n'ai pas envie de la revivre pour celles et ceux qui seront au gouvernement et pour celles et ceux qui seront au Parlement en 2017. Et cela, pour moi, ça doit être le cœur de la question. Parce que la primaire, en tant que telle, si au bout du compte, cela amène les Républicains à s'interroger sur le poids relatif des centristes et de leur famille politique, ça peut être brutal pour nous. Ça peut être terriblement brutal pour nous, quel que soit l'accord qui est fixé, parce qu'en vérité, vous le savez, la vie politique s'est faite d'un rapport de force. Et si le rapport de force change entre le moment de l'accord et le moment où vous avez le résultat des primaires, je peux vous le garantir, l'accord, il sera purement et simplement déchiré et revu à l'aune de l'état des forces au lendemain de la primaire. Et je veux simplement qu'on s'interroge là-dessus, parce que je crois qu'il est extrêmement important qu'en effet, nous soyons un des acteurs majeurs de l'alternance, et c'est comme ça que je me pose la question. La deuxième question qu'on doit se poser aussi, c'est bien entendu de faire en sorte que la dynamique de l'UDI s'amplifie par la construction d'une formation centriste la plus large possible au lendemain de 2017.
Au lendemain du premier tour de la présidentielle, il n'y a aucune raison que tous les centristes qui auront fait le même combat, qui auront mené le même combat pour l'alternance, ne soient pas avec nous pour construire la force politique la plus forte possible. Nous n'avons aucune raison de considérer que ce qui se fait au Sénat ne saurait se faire à l'Assemblée nationale avec nos amis du MoDem, dès lors qu'ils ont fait le bon choix au soir du premier tour de la présidentielle. Aucune raison que nous n'ouvrions pas les bras à celles et ceux qui ont fait le même chemin que Chantal Joanneau ou que Franck Régnier en 2012 en rejoignant à l'époque Jean-Louis Borloo. Tout cela sont appelés à construire la force politique de demain qui nous permette de compter. Et pour moi, ces deux sujets-là sont absolument éminents. Et il y en a un troisième qui transcende tout le reste, qui pour moi devrait être le combat de tous les jours pour nous. Le combat sur notre projet, le combat sur nos idées, le combat dans le respect qu'on doit nous accorder, mais aussi le combat pour construire la force politique de demain, Aurélien. La force politique centrale qui peut apparaître grâce, et c'est un paradoxe, à la présence du tripartisme en France. Au soir du premier tour de la présidentielle, il y aura un moment purement et simplement historique. Ce moment historique, ce sera celui qui sera face à Marine Le Pen, qui aura un choix à faire, celui de rester enfermé dans un schéma qui est mortifère pour le pays et dont on voit bien qu'on n'arrive pas à sortir et qui nous empêche de réformer le pays. C'est la division droite-gauche qui est de plus en plus une division artificielle. Et de l'autre, un candidat et un futur président de la République, espérons-le, qui aura la possibilité de construire cette force centrale rassemblant 6 Français sur 10. Parce qu'en vérité, entre Valls et Sarkozy, qui ont exactement d'ailleurs la même gestuelle et le même comportement, le même coup de menton, entre Macron et Juppé, est-ce que vous voulez bien me dire quelles sont les vraies différences? Eh bien, je vous le garantis, il y en a beaucoup moins qu'au sein des Républicains et il y en a beaucoup moins qu'au sein du Parti socialiste. Et en vérité, il y a là la force politique centrale qui est capable d'amener la transformation politique du pays parce qu'elle a une base et un socle politique suffisamment fort pour le faire. Parce que de Macron à Juppé, on a exactement les mêmes ressorts politiques. C'est quoi? C'est on veut une économie de marché pour permettre au pays d'être performant, mais on considère que la mondialisation, elle doit être régulée et qu'elle doit faire une place à l'homme. C'est à peu près cela que nous pensons tous ceux qui sont de la social-démocratie et à la démocratie libérale. Eh bien, ces hommes et ces femmes, ils doivent demain être ensemble. Et nous devons porter ce message-là. La division de la Ve République est une division qui est morte. C'est une division qui ne permet pas de progresser. Et le paradoxe, c'est que la présence de Marine Le Pen permet de faire émerger cette force centrale qui pense la même chose et qui jusqu'alors a été divisée entre deux camps. C'est ça le combat majeur dans lequel, là aussi, nous devrions nous engager. Eh bien, mes chers amis, pour cela, il faut que nous soyons assez forts. Nous soyons assez forts par nous-mêmes, que nous soyons assez forts avec tous les centristes qui sont aujourd'hui dans d'autres formations politiques, et assez forts au moment où se construira l'alternance pour porter un projet politique radicalement nouveau pour la France. Je vous remercie.